Rimouski en géographie. Je vais animer le dernier bloc du colloque sur les risques naturels aujourd'hui, dans lequel on va assister à 3 présentations par Laure, Marilyn et Flore. On s'était laissé ce matin avec l'aspect communication qui ressortait dans plusieurs présentations. Cet après-midi, on va avoir l'occasion de voir de la communication active avec la co-construction, j'imagine, puis des réflexions sur la communication du risque. C'est ce qui terminera notre colloque. Je vous rappelle que c'est 20 minutes de présentation plus 5 minutes de questions. À la 15e minute, j'interviens verbalement pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Je vous rappelle aussi qu'il y a un prix qui est décerné à la meilleure présentation étudiante. Donc, à la fin du colloque, éventuellement, nous, on va délibérer de notre côté, puis ça sera envoyé par courriel, je crois. On a 2 étudiantes qui présentent cet après-midi. Je vous rappelle aussi que c'est enregistré, donc les présentations vont être enregistrées et mises éventuellement sur le site du risque. OK, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la première présentatrice, donc Laure Turcati de l'UQAM, avec co-autrice Florence Millerand et Lorna Heaton de l'Université de Montréal. À toi la parole, Laure. Merci beaucoup, merci de m'accueillir pour ce colloque. Je partage mon écran. Est-ce que ça fonctionne bien? Très bien. Voilà. Donc effectivement, je vais vous parler de co-construction aujourd'hui, d'un suivi participatif expérimental là, qui est en phase de pilote, de suivi des niveaux d'eau au Québec et parler des enjeux et des attentes des actrices et des acteurs qui sont impliqués dans ce projet. Avant de vous parler directement du projet qui s'appelle Rivière à l'œil, je vais vous proposer une petite introduction autour des sciences et recherches participatives et puis aussi pour moi mieux me présenter et d'où je parle parce que je vais parler des niveaux d'eau mais je ne suis pas du tout hydrologue. La contribution de personnes qui ne sont pas professionnelles à la production de connaissances, c'est quelque chose d'ancien. Là, je vous ai mis à titre d'exemple un feuillet d'instruction aux voyageurs qui était édité par le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, donc en 1860, et qui donnait des instructions pour collecter des échantillons et les ramener au muséum. Donc, c'est des gens dont c'était pas du tout le métier de faire cette collecte qui s'en chargeaient. Et là, vous avez un autre exemple, le Christmas Bird Count, qui existe depuis 1900. Donc, on demande à des bénévoles d'observer les oiseaux en migration le jour de Noël. Donc, c'est une pratique qui est ancienne, néanmoins, qui connaît un renouveau récent, qui est principalement lié au numérique et à l'arrivée d'Internet dans les foyers. Donc là, vous avez 2 petites figures qui illustrent ce renouveau et puis même cette explosion de la participation non professionnelle. Donc là, avec juste la citation du terme citizen science qui augmente depuis donc le milieu des années 2000 et qui est en croissance très forte depuis les années 2010. Et là, c'est pas seulement qu'on en parle, mais aussi dans les faits, on a de plus en plus de gens qui participent. Donc ça, c'est le nombre de participants à un ensemble de projets de sciences participatives sur la biodiversité en France. Je vais essayer d'être rapide sur cette... Excusez-moi, j'ai l'impression que ça marche pas, le passage des diapos. Mon ordi est comme figé. Je retente. Voilà. Et donc, voilà, j'ai parlé de sciences participatives, de citizen science, de recherche participative. Donc, en fait, on a une sémantique qui est pas stabilisée parce que on a une diversité de pratiques et on a une diversité de disciplines qui sont concernées par ces sciences participatives. Là, c'est le diagramme l'illustre. Donc, on a une grosse représentation de sciences environnementales, mais on a des projets en chimie, en mathématiques, en astronomie. Et puis, donc, dans cette diversité de pratiques, on a des échelles variables. Les projets peuvent être à l'échelle de la Terre entière, d'un pays, d'un quartier. On peut toucher quelques participants ou plusieurs milliers. Voilà. On a des projets qui sont très ponctuels, d'autres qui sont très longs, etc. Donc, on a une forte diversité de pratiques. Et finalement, il y a beaucoup de
de classifications qui sont faites, mais ce qui ressort, c'est qu'on aurait, en fait, on a des auteurs qui proposent qu'on ait deux grandes familles. D'un côté, les sciences participatives, donc qui vient de cet héritage dont je vous ai parlé, comme avec le muséum là, de collecte de données naturalistes ou d'observations astronomiques, et qui donc sont amplifiées avec le numérique. Et les objectifs, c'est produire des nouvelles connaissances. Et les motivations à participer pour les gens, c'est la curiosité, puis aussi la volonté d'impact quand on parle de biodiversité ou d'autres enjeux environnementaux. Et puis d'autre côté, on aurait des recherches participatives qui sont plus ancrées dans des recherches avec et pour les communautés, donc avec un objectif d'encapacitation, donc réappropriation des enjeux sociaux, une transformation sociale comme objectif. Et donc une amplification récente avec les questions de démocratie participative. Et donc dans tout ça, il faut quand même donner une définition à ce que sont ces sciences et recherches participatives. Et ce qui est proposé, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre personne de côté, de ne pas exclure et de rassembler ces deux familles-là, donc en caractérisant les formes de production de connaissances auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels agissent de manière active et délibérée. Et c'est ce actif et délibéré qui est intéressant. Et voilà, moi, mon travail se situe dans ce rapprochement un peu entre ces deux grandes familles. Donc l'idée, c'est de... Ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, c'est de voir en quoi et comment la co-construction de projets de sciences participatives, donc avec les personnes qui sont directement concernées par la question, peut permettre d'assurer au projet de mieux répondre aux besoins et aux attentes des parties prenantes, et éventuellement de faire émerger de nouvelles problématiques, excusez-moi, et de limiter des éventuelles tensions qui pourraient exister quand les objectifs de ces différentes parties prenantes ne sont pas les mêmes. Parce que ça, c'est quelque chose qui est constaté. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet après cette longue introduction, le projet Rivière à l'œil, il émane du projet InfoCru, dont il a déjà été question dans le colloque, qui est du ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, qui est soutenu par Ouranos. Donc, comme on en a déjà parlé, et pour gagner du temps, je vais pas rentrer dans le détail d'InfoCru. Donc, dans le cadre de soutien d'Ouranos, l'idée était d'explorer un peu l'opportunité ou ce que pourrait apporter un suivi participatif pour la collecte de données, en particulier pour les cours d'eau qui ne sont pas instrumentés, plutôt dans l'objectif d'apporter de l'information pour la prévision des crues. Donc, initialement, on était parti sur un suivi des niveaux d'eau. Et puis, maintenant, on discute aussi des étendues d'eau, j'y reviendrai. Donc, les objectifs à long terme de Rivière à l'œil, c'est d'acquérir des données qui soient utiles pour ce système de prévision des crues et aussi de permettre aux usagers des rivières, aux riverains, de s'impliquer dans la compréhension de la dynamique de la rivière et dans la gestion des risques de crues. Donc, pour commencer, on a une année pilote là, qui a commencé en septembre 2021 dans 2 bassins versants. Et les objectifs, c'est vraiment de voir si déjà ça intéresse les riverains et les usagers de travailler sur ces questions-là et d'expérimenter 2 formes de participation, d'implication de ces volontaires, de documenter ces possibilités de mobilisation. Donc la question, c'est est-ce que ça marche, est-ce que les gens viennent, et puis de produire des recommandations pour une éventuelle phase 2 du projet. Donc, on a choisi d'explorer 2 formes d'implication, 2 scénarios d'implication. Le premier, qui est en fait très classique en sciences participatives, c'est le fait de solliciter les riverains pour collecter des données, simplement, entre guillemets. Donc ça, c'est une participation qui peut être assez simple et légère et qui est plutôt à l'échelle de l'individu. Et on explore aussi un autre scénario un peu plus impliquant où on a sollicité les riverains dans le montage du projet, donc en amont de la collecte de données, dans le développement des outils et des méthodes de collecte de données. Donc ça, c'est une participation qui est plus engageante. On demande plus de leur temps aux bénévoles.
C'est plus facile si on a un collectif qui préexiste, mais si ce n'est pas le cas, ben, cette participation va permettre de construire ce collectif. Et voilà, donc ces deux scénarios, on les compare sur le volet participatif, pas sur le type de données. Donc, on veut collecter le même type de données dans les deux scénarios. Donc très rapidement, le calendrier qu'on s'est donné, c'était donc commencer par mobiliser selon le scénario 2. Donc c'est un peu contre-intuitif, le scénario 2 vient en premier, et d'avoir des premiers comités de participants à l'hiver pour discuter autour du protocole de collecte de données et puis des outils pour le mettre en place. Et à partir de ces discussions, de commencer des prises de mesures et de mobiliser selon le scénario 1 au printemps et de profiter de l'été pour ajuster à partir des retours d'expérience de cette première année de collecte de données. Donc, nos comités de participants, il a fallu s'adapter au virtuel, évidemment. Donc, on a fait plusieurs rencontres courtes, histoire de ne pas trop être fatigant. Donc, une première rencontre où c'était vraiment plus une présentation du projet et des objectifs, et puis une deuxième autour de ce fameux protocole sur donc, comment mesurer les niveaux d'eau. Puis la discussion est venue autour des étendues d'eau aussi. Discuter d'éventuelles autres mesures qui pourraient être intéressantes et faites en même temps. Et puis choisir aussi les lieux où faire ces mesures. Donc, on a eu dans les deux bassins versants 6 à 7 personnes. Donc, on n'a pas cherché à avoir beaucoup plus. En fait, l'idée, c'était d'être peu nombreux, mais avec des gens motivés pour que les discussions soient fluides et dynamiques, surtout en virtuel. Donc, en fait, c'était suffisant d'avoir ces participants-là. Donc, c'est plus ou moins équilibré en termes de sexe ratio. Et puis, après, on avait beaucoup de riverains et un peu moins d'usagers, dans le sens des gens qui habitent plus loin de la rivière, mais qui la fréquentent quand même souvent par leurs activités. Donc, on avait juste un kayakiste. Et donc, ce qu'on souhaite explorer, ce qu'on est en train d'explorer, c'est l'utilisation, entre autres, d'une application qui s'appelle Crowdwater, qui est développée par une équipe d'hydrologues de l'Université de Zurich, et dont le principe, c'est que la première, elle a suscité notre intérêt parce qu'elle ne nécessite pas d'équipement sur la rivière. On n'a pas besoin d'installer d'échelle de mesure. Donc, en fait, la première personne qui choisit un endroit prend une photo et installe ce que vous voyez là sur l'écran, une échelle virtuelle, en plaçant le zéro au niveau du niveau d'eau. Et puis, la même personne ou d'autres prennent des photos dans le temps. Et après, on a un jeu en ligne où les gens estiment la variation de niveau d'eau. Quand il y a 50 personnes qui ont joué sur la même paire de photos, on prend la moyenne des variations de niveau d'eau. Et puis, ils sont aussi en train de développer un peu d'intelligence artificielle pour calibrer tout ça. Donc, voilà, ça nous semblait intéressant cette application principalement parce qu'elle ne nécessitait pas d'instrumenter la rivière. Donc, dans les premières discussions, on a eu quelques réticences à l'usage d'une application parce que les riverains ont déjà beaucoup l'habitude de prendre en photo la rivière, mais de manière simple, donc juste avec leur cellulaire ou avec un appareil photo. Et donc, certains n'étaient pas très enthousiastes à l'idée d'utiliser cette technologie. Il y a eu aussi, on a eu des discussions parce que certains ont rencontré des difficultés. Et voilà, donc les gens étaient plus partants pour, certains en tout cas, prendre des photos. Et puis, cette prise de photos plus simple, elle semblait d'intérêt pour suivre aussi les étendues d'eau en cas de crue. Mais ça nécessite d'avoir un protocole un peu plus précis, que les gens soient certains de se mettre exactement tout le temps à la même place, d'avoir des points de repère fixes dans la photo. Et puis aussi, sans doute, derrière, développer des méthodes d'analyse des photos qui n'existent pas encore. Et en fait, ça implique d'avoir un nouveau projet de recherche sur Infocru et Rivière à l'œil si on s'oriente là-dedans. Mais comme on est dans une phase exploratoire, on y va quand même. Et pour la photo que je vous ai mis là, pour aider les riverains à se replacer au même endroit et puis avoir les mêmes points de repère, on les invite à utiliser un certain nombre d'applications qui existent déjà, donc
qui mettent, comme vous voyez, les coordonnées GPS, qui permettent d'orienter l'inclinaison et l'orientation du téléphone, donc pour essayer de reprendre exactement tout le temps la même photo. Donc pareil, là, on a eu les mêmes, effectivement, comme on pouvait s'y attendre, les mêmes réticences et les mêmes difficultés à utiliser une application que les riverains n'ont pas l'habitude de manipuler. Donc on a aussi discuté d'autres mesures que les niveaux d'eau. Donc ça, l'objectif, c'était de renforcer l'intérêt à participer pour les volontaires. Donc, en fait, on a deux grands piliers là, pour mener le projet qui sont classiques en sciences participatives. Le premier, c'est qu'il faut que les données qui soient collectées, elles soient utiles. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, mais il faut aussi que les volontaires y retrouvent leur intérêt et que ça leur plaise de participer, sinon on n'aura pas de données. Donc on se disait, si d'autres problématiques leur tiennent à cœur et que la collecte de données est possible, et surtout qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent utiliser ces données, ben, pourquoi pas aller là-dedans, en tout cas au moins explorer cette thématique-là, et puis ça pouvait faire émerger de nouvelles problématiques. Donc sur un des deux bassins versants, il y a des problématiques d'inondation par des bacs, lambacs. Donc, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, autour des glaces, la fonte des glaces, etc. Dans l'autre bassin versant où ces enjeux sont moins forts, les discussions étaient plus diverses autour des températures de l'eau, des usages, de l'accès à la rivière, avec une faute d'orthographe, excusez-moi, et puis la biodiversité autour de cette rivière. 5 minutes. Ok, je vais passer vite. Bon, on est là dans les. On a des premières mesures qui arrivent. Ce soir, on a une rencontre avec des riverains pour savoir comment se passe la prise de mesure. Et l'idée, c'est samedi, on enclenche le scénario 1. Donc, solliciter les gens pour la prise de mesure sans les avoir accompagnés avant. Et donc, sur tout ça, Florence Milran, Lorna Eaton et moi-même, on mène une approche réflexive de documentation du processus de participation, donc avec une posture de chercheur impliqué, dans le sens où moi, je coordonne le déploiement de cette phase pilote et puis je mène une recherche sur ce déploiement, donc en faisant de la participation observante et puis en menant des entretiens semi-directifs avec toutes les personnes qui sont impliquées, donc aussi bien les volontaires que les professionnels qui sont impliqués. Donc pour l'instant, ce qu'on produit, c'est une connaissance sur la participation, pas encore sur les crues. Et donc, dans ces entretiens et dans le matériau qu'on a récolté, on s'est intéressé aux attentes des différentes parties prenantes. Donc en premier lieu, les commanditaires du projet, avec encore une faute, excusez-moi. Donc, quelles étaient leurs attentes vis-à-vis du projet à long terme, on va dire. Donc, il y a des attentes évidemment en termes de collecte de données, avec encore, et c'est légitime, des interrogations sur la qualité des données et puis comment elles vont être exploitées. Et dans le même temps, une reconnaissance de l'expertise des riverains. Donc là, je vous ai mis une citation, les gens sont les spécialistes de leur milieu, donc avec cette reconnaissance que les gens, en voyant la rivière tous les jours, la connaissent mieux que finalement en étant derrière un écran, enfin en tout cas différemment. Et puis il y a aussi derrière le projet, ce qui correspond aux objectifs annoncés, des ambitions d'éducation des riverains, donc pour les sensibiliser au risque de crue. Donc les relais du projet, c'est les salariés des organismes de bassin versant qui sont impliqués. Là, on a une notion comme de service à rendre aux riverains, voir le projet comme un moyen de se réapproprier le territoire et la gestion des risques pour les riverains. Et là, parmi les relais, il n'y a pas du tout d'inquiétude sur la qualité des données et ce qu'on pourrait en faire. Voilà. On a senti vraiment des enjeux de constitution de communauté avec les riverains et autour des concernements liés à la rivière, donc au-delà même de la problématique des crues. Et puis, sur les premiers concernés, entre guillemets, les volontaires du projet, ce qui est beaucoup ressorti, c'est une volonté d'aider, donc d'être sûr que ce qu'ils vont faire peut aider, les chercheurs peut aider le ministère qui a besoin de ces données, être sûr que ces données vont être utiles. Il y a aussi une motivation à participer pour en apprendre plus sur la rivière, avoir des retours sur le projet, avoir plus d'informations sur comment se comporte la rivière, quand est-ce qu'on peut être en risque de crue, etc. Il y a aussi des envies de s'amuser. Et puis, les gens ne sont pas inquiets dans leur capacité non plus à
produire des données de qualité. Donc ça, toutes ces attentes, c'est des attentes qui sont vraiment plutôt classiques en sciences participatives. Je ne vais pas détailler là-dessus. S'il y a des questions, après, on pourrait y revenir. On s'est intéressé donc aux attentes et aussi aux enjeux des différents acteurs. Donc pour les mandataires, c'est vraiment un projet expérimental. Donc ils sont dans une posture d'explorer ce que ça pourrait amener dans leur travail quotidien. Une volonté aussi que le projet soit transférable, donc avec une vision à long terme et à large échelle de ce qu'il pourrait apporter. Et donc ça, c'est partagé. Le fait que le projet doit être transférable, c'est quelque chose qui est partagé par les relais du projet. Et donc voilà, ça fait écho que les données soient utilisables. Et donc ça, c'est un enjeu qui est partagé par tous les acteurs, les mandataires, les relais et puis les volontaires. Et qu'elle le soit pour divers acteurs, pas uniquement pour le ministère ou pour les partenaires impliqués dans le projet, et éventuellement qu'elle soit utile à d'autres fins que la documentation des crues. Donc là, j'ai mis un exemple aussi sur la documentation des niveaux bas des rivières qui intéresse certains acteurs. Et voilà, un dernier enjeu, j'en ai déjà parlé, mais c'est sensibiliser au risque de crue. Donc ça, c'est tous les professionnels en ont un peu parlé, mais aussi faire en sorte que voir comment le projet pourrait accompagner les riverains et les usagers des rivières avec tous les acteurs à trouver des solutions qui soient acceptables dans la gestion des crues. Je vais aller très vite là-dessus, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Évidemment, donc, le fait de co-construire un suivi participatif, c'est pas quelque chose de très courant. Donc, on s'est aussi intéressé à comment ça s'était perçu. Donc, pour les commentaires, on a senti quelques points d'incompréhension, peut-être de questionnement sur pourquoi on utilisait cette méthodologie pour déployer le projet. Et ce qu'on a aussi senti, c'est qu'il y avait en fait un besoin de maturation, que plus on en parlait et puis plus on avançait dans le projet, moins cette incompréhension ou ces inquiétudes émergeaient. Donc là, je vous mets une citation. Là, ça fait longtemps qu'on s'en parle. Maintenant, je suis plus du tout surpris, mais évidemment, moi, j'y aurais pas pensé. Les relais du projet sont plutôt enthousiastes, même s'ils ont des inquiétudes, notamment en termes de temps, en pensant qu'un an de phase pilote, c'était peut-être un peu court pour faire de la co-construction. Et puis pour les riverains, c'est quasiment un impensé quand on leur pose la question. On voit que ça leur paraît en fait juste normal qu'on leur ait demandé leur avis dès le début. Voilà. Donc pour conclure. Demander de conclure. Ouais, c'est ça. On a des attentes qui sont diverses des parties prenantes. Ceci dit, c'est pas un projet qui est controversé. Le fait qu'on ait besoin de plus de données et qu'on puisse impliquer les riverains ne fait pas controverse. Mais il y a eu juste quelques éléments de discussion, l'utilisation d'applications, le fait de faire d'autres mesures que les niveaux d'eau ou les étendues d'eau. Ça a pu générer des discussions. Et voilà, la question, c'est est-ce que ces 6 mois de co-construction vont pouvoir limiter ces tensions? Et encore, le mot tension est un peu fort. Voilà, voilà, merci. Parfait, merci beaucoup, Laure. Une très belle présentation. On a de l'espace pour des questions. On a 3 minutes pour des questions. Je vois déjà Philippe et Bernard qui ont levé leur main. Philippe? Ça va être une question très, très rapide. C'est quoi les 2 bassins versants que tu as? Je m'y attendais. J'étais très partagée entre préserver l'anonymat des agents des bassins riverains en ne les citant pas et puis souligner quand même leur implication. C'est la Montmorency et la Nicolet. OK. Bien, merci. Merci Philippe. Bernard? Oh, Bernard, ton micro. Merci, très intéressant comme présentation. J'ai une petite question technique. Dans votre recherche, est-ce que vous prévoyez inclure l'évaluation des coûts du processus de co-construction? C'est-à-dire, ça suppose quoi en termes de ressources humaines, d'investissement, de dépenses? Et voilà, c'est ça ma question. C'est une excellente question.
C'est intéressant, d'autant plus que donc parfois le participatif peut être un peu vendu comme quelque chose qui va coûter moins cher pour acquérir de la donnée, etc. Et là, en tout cas, ça ressort des entretiens. C'est pas ce qui est en tête. C'est pas ce que les acteurs du projet ont en tête. Au contraire, ils ont bien conscience que ça coûte en termes d'animation. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les gens, etc. Puis là, clairement, ça va coûter en développement pour comment on exploite ces données aussi. Donc, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas évalué combien ça coûterait, mais il y a conscience que ça ne sera pas quelque chose de moins cher que ce qu'on fait habituellement. C'est juste une autre méthode. Oui, parce que le défi, c'est souvent de faire rentrer ces coûts dans le coût de financement des projets de recherche. Oui, certain. Merci Bernard. Pascal, une question courte? Oui, question courte. Bonjour. Dans le fond, la pérennité des mesures faites par les citoyens, les mesures environnementales, dépend beaucoup de la motivation de l'implication des citoyens. Pensez-vous que c'est viable à court, même moyen, long terme, là, la mobilisation puis le maintien finalement de ces mesures, de ces observations? Oui. Ce qu'on sait sur d'autres programmes, c'est ce qui compte énormément pour maintenir la motivation, c'est d'avoir des retours, que les volontaires se rendent compte de à quoi servent leurs données, à quoi ça sert d'aller tous les jours, toutes les semaines, prendre une photo de la rivière. Donc, c'est vraiment faire cet effort de faire un retour. Voilà les données, on en est là, elles sont utilisées pour ci ou ça. Et puis, donc ça, c'est primordial. Effectivement, ça prend du temps, ça prend de la ressource humaine de faire ça. Donc, ça rentre aussi dans les coûts par rapport à la question précédente. Et puis là, pour une problématique autour du risque et de la catastrophe, entre guillemets, ce qui paraît important, si on fait le parallèle avec des suivis participatifs de mesures de radioactivité, c'est qu'il faut maintenir une motivation à prendre de la mesure hors catastrophe. Donc là, on serait en dehors des crues. Pour que quand arrive la crue, on ait cette habitude de prendre de la mesure et que ça continue. Et finalement, le défi, c'est de motiver aussi en dehors des périodes de crue. Merci Pascal. Une petite question rapide, je me permets, parce que c'est moi qui contrôle. Je me demandais s'il y avait une composante de formation à la sécurité, parce que si on demande à des citoyens d'aller sur le terrain en période de crue, ça peut être dans les conditions auxquelles ils ne sont pas familiers, puis ça peut poser un risque pour eux. Donc, est-ce qu'il y a une composante de formation à la sécurité? Oui, c'est ça. Ça, c'est un paramètre qui est vraiment dans les préoccupations du MELCC. Donc, dans les documentations, effectivement, il y a qu'on va mettre à disposition des citoyens, il y a tout un paragraphe sur ne pas se mettre en danger, que quoi qu'il arrive, la priorité, c'est la sécurité du riverain et pas la prise de mesure. Et ceci dit, pour l'instant, dans les participants, c'est des gens qui connaissent vraiment très bien la rivière. Ils savent où est-ce qu'elle déborde. Ils sont capables de dire là, elle est montée à tel débit, je sais jusqu'où ça va se rendre sur mon terrain. Ceux-là, je pense, ne vont pas prendre de risques. On verra dans le scénario 1. Parfait, merci beaucoup. Laure. Cécile, je vois que tu as levé ta main. Je vais t'inviter à poser ta question sur le fil de discussion parce qu'on doit cheminer. Merci. Donc, on va passer à la deuxième présentation du dernier bloc. Présentation faite par Marilène Coury de l'Université du Québec à Montréal, avec comme co-auteur Bernard Motulski de l'UQAM aussi et Lily Lessard de l'Université.